Alors bonjour, aujourd'hui on va parler de la fameuse guerre de 70, de 1870, et la Bretagne pendant la guerre de 1870. Alors d'abord le premier épisode de cette aventure, et on peut dire que c'est une sacrée aventure, c'est les volontaires bretons sur le front de l'Est. Depuis longtemps, la France et la Prusse cherchent la guerre. Dès 1866, la Prusse de Bismarck et les États allemands du Nord écrasent l'Empire autrichien de la bataille de Sadova en 1866 et rêvent d'un grand Reich. En 1868, la reine d'Espagne est renversée. Le gouvernement provisoire songe à un prince allemand, Léopold de Hohenzollern, pour monter sur le trône. Bismarck saute sur l'occasion d'un allié outre des Pyrénées pour pouvoir coincer un peu l'Empire français. Mais l'impératrice Eugénie défend les intérêts de son mari souffrant, Napoléon III. Le 13 juillet 1870, elle dépêche un ambassadeur auprès du roi Guillaume Ier à Ems, une station thermale de Rhénanie. Celui-ci déclare que son cousin renonce à son trône d'Espagne, mais refuse de donner des garanties. Le chancelier Bismarck communique à la presse et aux ambassades une dépêche de Ems, tronquée, qui ne parlait que du refus de recevoir l'ambassadeur de France. L'occasion est trop belle, la foule en délire réclame la guerre. L'impératrice refuse de négocier, les députés votent la guerre qui est déclarée le 18 juillet. Malgré la maladie, l'empereur prend la tête de l'armée. Il confie la régence à l'impératrice Eugénie et qui protégea les intérêts de son fils. Le 28 juillet, il quitte le château de Saint-Cloud, accompagné de son fils de 14 ans, pour le quartier général à Metz. Il y découvre un véritable champ de foire. Les vivres et les munitions s'entassent sur les quais, une pagaille. Les soldats pêchent dans la Moselle, un bordel. Les officiers choisis parmi les élites sociales et financières remplissent les bars et restaurants avec leurs femmes et leurs maîtresses venues de Paris. Certains généraux ne savent même pas lire une carte d'état-major pour commander une armée de 250 000 hommes face à 500 000 Prussiens aguerris dans l'ordre et la discipline. Suite à la défaite de McMahon le 5 août et malgré la charge héroïque des cuirassiers de Reichshoffen, l'Alsace et la Lorraine sont occupées. L'empereur remet le commandement au maréchal Bazaine, qui regroupe les armées à Châlons, mais l'état-major perd son temps en discussions tactiques. De plus, l'impératrice leur demande de prendre Metz. Les Allemands l'apprennent par les journaux parisiens. La fameuse défaite de Sedan. Le 30 août, McMahon se retrouve bloqué avec 125 000 hommes dans la cuvette de Sedan. Les Prussiens, qui sont 250 000, ont installé leur artillerie sur les collines entourant la forteresse. Le 1er septembre, c'est l'offensive. L'infanterie de marine défend pied à pied ses positions face aux Bavarois. McMahon est blessé, c'est la confusion, horde contre horde, bousculade. Les Prussiens resserrent l'étau, c'est la défaite de Sedan. Napoléon III capitule le 4 septembre, il est fait prisonnier avec 82 000 soldats et ses généraux. Les Prussiens marchent sur Paris. Une anecdote de cet épisode, c'est ce qu'on a appelé les dernières cartouches de Bazeilles. La 2e brigade d'infanterie de marine participe à la prise de Bazeilles face à la 15e division bavaroise du général von der Thorn. Mais la contre-attaque est rapide. Avec une poignée de Bretons, le général Lambert, originaire de Carhaix, est chargé de couvrir le repli de la division bleue. Les bleus, c'était l'infanterie de marine, avec beaucoup de Bretons dedans. Avec ses marsouins, ils se retranchent dans l'auberge Bougerie et retiennent les Bavarois près de 4 heures jusqu'à épuisement des munitions. Lambert tire la dernière cartouche avant d'être fait prisonnier. L'officier allemand, impressionné par leur courage, sauve la vie des prisonniers, alors qu'ils avaient passé tous les autres soldats par les armes. Plus tard, Lambert s'évadera pour rejoindre les Versaillais, pour mater la commune, ce qui lui vaut la Légion d'honneur. Devenu général, ce militaire de gauche sera élu sénateur du Finistère en 1900. Le jour même, la foule, drapeau tricolore en tête, envahit l'Assemblée nationale.
Gambetta monte à la tribune et déclare la déchéance de l'Empire. La Troisième République est proclamée. Le gouvernement de défense nationale, présidé par un Breton, le général Trochu, qui est originaire de Belle-Île-en-Mer, au ministère de la Guerre, le général Leflot de Lesneven, le Lorientais Jules Simon prend en main l'instruction publique et Alexandre Glaise-Bizouin, ministre sans portefeuille, ancien député de Loudéac. Les postes clés de préfet de police de Paris est attribué au général de Khératry, encore un Breton. Maintenant, il faut organiser la défense de Paris et mettre la province sur le pied de guerre. On appelle en hâte des renforts des départements de l'Ouest, 14 000 marins en grande partie bretons pour l'artillerie des fortifications et 115 000 mobiles avec aussi une importante proportion de bataillons bretons, reconnaissables à l'hermine blanche qu'ils ont sur leur képi. Comme la fameuse Légion bretonne, un corps de francs-tireurs qui a traversé Paris avec son drapeau semé d'hermine pour rejoindre l'Est. Plus tard, il fut annexé à l'armée de la Loire. Dans Paris assiégé le 19 septembre par les Prussiens, et aussi en proie à la rébellion de la garde nationale, la fameuse milice citoyenne parisienne, c'est le préfet de police, Khératry, qui fait régner l'ordre républicain. Appuyé par les bataillons de mobiles bretons, une sorte de garde d'honneur il tient les faubourgs en respect. C'est ainsi que les fameux moblos, les fameux mobiles bretons, furent traités par les Parisiens de la garde nationale d'infâmes bretons. Le 7 octobre, la situation est grave et désespérée. Léon Gambetta rejoint en ballon la délégation de Tours. Khératry, ne se sentant pas soutenu par le président Trochu, démissionne et s'envole pour rejoindre le fameux tribun. Gambetta prend en main la réorganisation militaire de la France, aidé par Freycinet. Il décide de la lever en masse pour constituer une armée forte face aux envahisseurs. On rapatrie des régiments d'Algérie, des zouaves pontificaux qui sont rappelés de Rome. Les zouaves pontificaux, de 1860 à 1870, c'est une sorte de légion de croisés en guerre sainte pour défendre les États pontificaux, une brigade internationale du djihad, on pourrait dire, contre les révolutionnaires italiens de Garibaldi. Les premiers volontaires étaient d'origine noble, comme le capitaine Athanase de Charette de la Contrie, fils du fameux chef vendéen, Henri de Catolino, petit-fils du combattant vendéen aussi, fervent catholique et fidèle de la monarchie. Les engagements étaient de 6 mois à 2 ans. Les frais de voyage étaient payés soit par les familles, soit par les souscriptions paroissiales pour les volontaires des milieux modestes. Près de la moitié du contingent français est originaire des diocèses de l'Ouest. En septembre 1870, après la capitulation de Rome, envahie par les troupes italiennes, la section française des zouaves se met au service de l'armée française aux côtés des républicains comme régiment étranger, légion des volontaires de l'Ouest, pour combattre la Prusse simplement par devoir. Ils sont intégrés dans la 2e armée de la Loire. Après Orléans, les zouaves de l'armée de la Loire, du général Chanzy, marchent sur Paris. Les sœurs de Paray-le-Monial confient à De Charette la bannière du Sacré-Cœur qui les mènera jusqu'à la libération de la capitale. Les troupes de Chanzy rencontrent les Prussiens à Loigny. Vite débordés, il appelle les zouaves au secours avec le renfort du 1er bataillon des mobiles des Côtes du Nord à l'époque. Nous sommes le 2 décembre, il neige par moins 15 degrés. En chemin, ils croisent les mobiles du 16e corps d'armée qui abandonnent leur poste. De Charette fait déployer la fameuse bannière et chargèrent au cri de « Vive la France, vive Pie IX !» Le choc est très violent, on tire à bout portant, puis on s'embroche. Le colonel de Charette est blessé et prisonnier. C'est une glorieuse défaite pour le général Chanzy. Les débris des 2 bataillons sont envoyés en dépôt à Poitiers.
La légion ainsi regroupée fut annexée en janvier à la division de Bretagne de Couillard, et prit part à la bataille du Mans. Le premier plan de riposte face aux Prussiens qui assiègent la capitale était de former des bataillons des provinces qui viendront encercler les troupes allemandes et de mener une attaque simultanée. La province commence à s'organiser, la garde nationale est mobilisée en Normandie, à Marseille c'est la Ligue du Midi à tendance fédéraliste et révolutionnaire, comme à Lyon, ou la Ligue du Sud-Ouest créée à Toulouse. En Bretagne, c'est Carré de Kérisquet, député des Côtes-du-Nord, qui regroupe une douzaine de départements depuis la Manche jusqu'aux Deux-Sèvres pour constituer la Ligue de l'Ouest. Il télégraphie à Paris: toute la population est prête à recevoir des armes des arsenaux de marine, demandez à l'Amérique l'envoi d'armes et de cartouches à Brest. Dans 15 jours, l'Ouest sera une immense forteresse, les routes seront coupées, les ponts détruits, le tout défendu par 500 000 volontaires en armes. Signé Carré Kérisquet, organisateur des 5 départements de Bretagne. C'était déjà l'idée du réduit breton, que De Gaulle avait tenté en 1940. Mais la Ligue de l'Ouest rassemblait tous ceux qui voulaient défendre leurs terres, des royalistes aussi, et cela devenait suspect. Alerté par le préfet de Loire-Inférieure, qui qualifiant la Ligue de l'Ouest de fort peu républicaine, le gouvernement de Tours stoppe tout et décrète le 29 septembre la mobilisation générale des hommes de 21 à 40 ans. Après la reddition de l'armée de Bazaine, 170 000 hommes quand même, le 19 octobre à Metz, la nation n'a plus d'armée régulière, les troupes et les généraux sont prisonniers. Pendant ce temps-là, Gambetta et le général Leflot, le Lesnevin, ministre de la guerre, chargeaient le général de la Motte Rouge, un autre breton, de former le 15e corps d'armée avec des éléments des 4 coins de la France et même d'Algérie. Il sera regroupé dans la première armée de la Loire, 60 000 hommes, sous le commandement du vieux général Dorel de la Paladine, 66 ans. En route pour Paris, ils sont bloqués par les Bavarois qui prennent Orléans le 10 octobre, puis repoussent les Français jusqu'à Châteaudun et Chartres le 21 octobre. Plus tard, Gambetta confiera l'armée de la Loire au fameux général Chanzy. À l'état-major de Tours, il ne restait plus que l'arrière. Des galonnés empanachés, des aventuriers aux uniformes étincelants de dorure, des brasseurs d'affaires, des solliciteurs de grades et missions qui croyaient battre les Prussiens avec des plans de campagne et des inventions aussi sottes que grenues. Tant qu'à Léon Gambetta, c'était plus un politicien qu'un stratège. Le tribun avait acquis la célébrité par son éloquence enflammée, la fougue de ses activités politiques et la véhémence agressive de ses convictions républicaines. Il va pendant 5 mois diriger et intensifier la résistance en exerçant sur le pays une véritable dictature. Imaginant des tactiques incohérentes, il se vante de faire marcher les généraux comme des pions. Alors Gambetta se tourne vers l'ancien préfet de Paris, Khératry, qui lui propose de constituer et de prendre le commandement des forces de Bretagne. Et le projet qu'il présente, c'est: pour que mon commandement ne soit pas illusoire, je réclame tout pouvoir nécessaire ne relevant que du gouvernement pour lever, équiper, enrégimenter, nourrir et diriger des contingents encore disponibles dans les départements de l'Ouest. Le Mans, comme clé principale de la Bretagne, sera ma base d'opération. Un camp d'instruction y sera établi afin de barrer la route de la Bretagne à l'invasion germanique et marcher sur Paris. Le 22 octobre 1870, Gambetta signe le fameux décret qui nomme le général Khératry commandant avec tout pouvoir pour organiser, équiper et diriger les forces de Bretagne, ainsi que Carré Kérisquet, général de brigade, commissaire général et un crédit de 8 millions de francs affecté à l'armée de Bretagne. En sortant du cabinet de Gambetta, Khératry n'avait rien qu'un petit bout de papier.
Quand il se présenta devant le président de la commission des armements, on l'assura que les forces bretonnes seraient équipées d'armes perfectionnées dans les plus brefs délais. Par contre, le colonel Deloverdo, puissant directeur des services de la guerre, le reçut fraîchement et se montra fort réservé sur l'installation du camp. Le ministère ne comptait pas défendre Le Mans. Après avoir télégraphié le décret au préfet des 5 départements bretons, Khératry adressa une proclamation au peuple breton. République française, armée de Bretagne, proclamation, gradés, mobiles, gardes nationaux, mobilisés, corps francs de la Bretagne. Le gouvernement de la défense nationale, par décret du 22 octobre, m'a fait l'honneur de me placer à votre tête. Je vous apporte le sacrifice entier de moi-même. D'ici à 10 jours, vous serez concentrés aux portes de la Bretagne pour faire face à l'ennemi. Vous recevrez exactement ce qu'il est nécessaire aux soldats. Fusils à tir rapide, canons à longue portée, mitrailleuses perfectionnées seront confiés à votre courage. Ceux de vos frères qui défendent les remparts de Paris ont déjà prouvé que le sang breton n'a pas dégénéré. À vous de marcher sur leurs traces. Vous vous rappellerez tous qu'une sévère discipline est l'arme la plus puissante pour assurer la victoire. Je suis résolu à la maintenir dans toute sa rigueur. Que les cœurs faibles restent en arrière, que les vrais Bretons marchent en avant et prouvent à un peuple barbare, les fameux Prussiens, qu'ils se lèvent en hommes libres, que pour seul cri de guerre et de ralliement, Dieu et patrie. Général de division, comte de Khératry, quartier général de Laval, le 23 octobre 1870. C'est vrai que on embauche sérieusement là, pour partir à la guerre. Le général avait pour mission d'appeler sous les drapeaux les hommes de 30 à 40 ans pour constituer la garde nationale mobilisée des 5 départements, soit 79 305 hommes à mettre sur le pied de guerre en quelques jours. Khératry entreprit un through brace, un fameux tour de Bretagne, pour prendre contact avec les autorités, corps constitués, organisations locales, pour s'informer des effectifs, des approvisionnements en nourriture, des matériels et munitions dans les arsenaux, des officiers et des techniciens qui pouvaient être incorporés. Partout, il impressionne, galvanise les énergies et constitue un véritable réseau. C'est un Breton qui s'adresse à des Bretons, mais ce langage ne tardera pas à alarmer les fameux milieux officiels. Les volontaires bretons vont être parqués au camp de Conly. Dès le 3 novembre, les 2000 premiers mobilisés des Côtes du Nord arrivent. Ils seront plus de 60 000 à la fin du mois. Khératry avait bien dit « on concentrera les troupes à côté du Mans ». Maintenant que nous avons vu l'engagement des différents régiments bretons dans cette fameuse guerre de 1870, et que le général de Khératry a pour mission de rassembler les troupes sur les 5 départements de la Bretagne, dans ce fameux camp de Conly, près du Mans, dont nous parlerons au prochain épisode, qui sera le 2e épisode de cette série.